Bonjour à tous, du coup, Des fois, je vais vous parler aujourd'hui de cet article qui est paru dans le JVASC en janvier 2025 et qui traite de l'accès par ponction palpitée pour le traitement de la maladie artérielle périphérique, mais en ambulatoire. Et enfin, plus qu'en ambulatoire, c'est même en dehors de l'hôpital, dans des laboratoires de cathétérisme, comme ils appellent ça. Donc, du coup, pour le contexte, la maladie artérielle périphérique, elle est quand même de plus en plus traitée en ambulatoire. Cette technique, elle a été le plus adoptée pour les lésions relativement simples, iliaques simples ou fémorales superficielles simples, par exemple. Et elle tend à s'étendre pour des lésions de plus en plus compliquées, avec comme gold standard la ponction fémorale rétrograde ou antérograde. Et ils ont retrouvé en fait peu d'études sur les autres accès vasculaires dans le contexte de l'ambulatoire. Il y a eu quelques études sur la ponction poplitée en milieu hospitalier pour les lésions fémoro-poplitées et iliaques, mais pas pour l'ambulatoire et pas pour le milieu extra-hospitalier. Et donc, du coup, c'est un petit centre qui veut nous partager son expérience sur la ponction poplitée en décubitus ventral en ambulatoire. Pour ce qui est de la méthode, donc c'est une... Oui, c'est la seule voie d'abord, t'as dit. La voie poplitée, oui, c'est ça, en déguisant. c'est ça. C'est pas en complément, quoi. Que ça. D'accord. Par exemple, donc c'est une étude de cohorte rétrospective monocentrique. Ils ont réussi à répertorier dans leur centre 27 procédures sur 25 patients différents entre 2018 et 2023. Globalement, les indications qui avaient été retenues pour l'abord poplité sur ces interventions, c'était la présence d'endoprothèses ou de kissing stent au niveau orthoïliaque, de pontage orthobifémoraux ou orthoïliaque, de lésions iliaques non franchissables, des échecs antérieurs par voie fémorale, des occlusions fémorales superficielles proximales et des atteintes bilatérales des artères fémorales communes qui empêchaient cette loi. Globalement, les patients étaient tous symptomatiques avec des stades de Rutherford supérieurs à 2. Ils avaient tous systématiquement au moins un échodoppler en préopératoire et plusieurs échodoppleurs systématiques en post-opératoire. Et ils ont tous toutes leurs lésions ont été classifiées selon la classification TASC. La décision d'avoir popité, elle était faite avant que le patient soit, soit opéré selon les difficultés anticipées ou les tentatives antérieures et selon les caractéristiques des lésions de chaque patient. Donc, comment il procédait? Globalement, le patient était installé en décubitus ventral, les bras à côté de la tête. Ils avaient tous de l'oxygène aux lunettes. Ils procédaient à une sédation qu'ils appellent minimale, avec des faibles doses de midazolam et de fentanyl en intraveineux, associées à une anesthésie locale au point de ponction. Ils utilisaient systématiquement un kit de microponction avec une aiguille rigide 21 gauge et un microcathéter. La ponction était systématiquement éco-guidée. Globalement, il piquait quasiment tout le temps dans la zone P2 basse de l'artère poplitée, parfois en P3 si la zone P2 n'était pas enfin, était de mauvaise qualité ou était atteinte. Mais en zone P3, il ne mettait jamais d'introducteur supérieur à 5 French. Il procédait à un contrôle angiographique systématique après la ponction et ils utilisaient des introducteurs donc de 5 ou 6 French selon la localisation de la ponction, et ils utilisaient systématiquement un guide 0,18 pour la recanalisation des lésions. Donc globalement, les différents types de revascularisation qu'ils faisaient, c'était soit la thérectomie, de l'angioplastie et du stenting. Et à la fin de l'intervention, ils procédaient à une compression manuelle de 15 minutes qui s'ensuivait d'un pansement compressif pendant 30 minutes, puis un bandage élastique que les patients devaient garder 24 heures. Tous les patients sont sortis, enfin sont rentrés chez eux dans l'heure suivant l'intervention, sous bithérapie et avec un suivi échodoppler bien organisé à une semaine, 3 mois, puis tous les 6 mois. Donc globalement, les caractéristiques des patients qui ont été inclus dans cette série, c'est des patients un peu classiques de vasculaire, surtout des hommes hypertendus, diabétiques et fumeurs. Rien de particulier là-dessus. Donc, ces patients-là, ils étaient classés selon la catégorie la classification de Rutherford. Ils étaient quasi, pour la plupart en tout cas, au moins stade 4, voire 5. La localisation des lésions, c'était surtout des lésions fémorales communes et fémorales superficielles. Et la plupart des lésions étaient classées TASC D. On voit que 70% des lésions étaient classées TASC D, donc des occlusions longues.
Globalement, ils ont relevé quelques caractéristiques sur leur procédure, avec des temps opératoires qui sont un petit peu en dessous d'une heure, des temps de scopie autour de 17 minutes, et une quantité de produits de contraste à peu près un peu moins de 50 millilitres. Et ils rappellent en dessous que tous les patients sont du coup sortis dans l'heure suivant l'intervention. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Donc, il y a eu un succès de revascularisation pour 92,5 de leurs patients, enfin des procédures, avec une perméabilité à 3 mois à 95%, une perméabilité à 6 mois à 70, pas loin de 70%, et à 12 mois à 61%. Ils ont relevé aucune complication ni événement indésirable majeur sur ces procédures, sauf une fistule artério-veineuse qui était asymptomatique et qui n'ont pas traité et qui a été spontanément résolutive. Globalement, sur tous leurs patients, il y a eu une amélioration de la enfin, de la classification Rutherford entre préopératoire et post-opératoire, qui était passée de plus de 4 à moins de 2 à un mois dans 100% des cas, et à moins de 2 à un an dans 61% des cas. Euh, pour la question, donc, il y relève quelques inconvénients et qu'il y avait beaucoup d'avantages selon eux pour cet abord. Les inconvénients, c'est souvent les craintes des opérateurs de l'abord poplité avec le risque d'hématomes, de complications hémorragiques ou de lésions nerveuses, euh, et la difficulté de ponction aussi quand on a un décubitus dorsal avec la jambe en flexion. Et il y a aussi la crainte des complications du décubitus ventral pour le patient. Et donc, tous les avantages que eux, ils listent, c'est du coup, en décubitus ventral, on a une ponction qui est relativement aisée de l'artère poplitée sous le contrôle échographique. Il n'y a pas beaucoup de tissu il y a pas beaucoup de tissu entre l'artère et la peau. On en reste quand même à proximité des lésions qu'on cible, donc on a une meilleure manipulation des dispositifs par rapport, par exemple, au crossover, on est quand même très loin de ce qu'on traite. Eux, ils relèvent donc un faible taux de complications et un temps de récupération rapide pour le patient. Décubitus ventral, ils peuvent faciliter la ventilation chez les patients BPCO ou chez les patients obèses. Et de plus, pour les patients obèses, donc, la graisse, elle est quand même majoritairement située en dedans du genou, ce qui fait qu'en décubitus ventral, on se, enfin, comment on n'est pas gêné par la graisse, on est vraiment directement sur l'artère. Et il décrit une compression digitale en post-opératoire qui est relativement simple et précise et qui permet une bonne hémostase. Donc 89% des patients étaient Rutherford de 4 ou 5 dans cette série, ce qui est significativement plus élevé par rapport à d'autres études qui étudiaient des voies d'apport plus distales. Et en fait, la plupart des patients étaient aussi TASC D, ce qui est généralement des lésions qui sont associées à des comorbidités et des risques chirurgicaux élevés chez les patients. Et du coup, pour eux, ça pourrait permettre de remettre en cause la priorité de la chirurgie pour les lésions pour les lésions de TASC C et plus, euh, et envisager cette prise en charge avec l'abord poplité comme une alternative viable, en tout cas pour contourner la chirurgie ouverte. Euh, Donc, du coup, ils décrivent cet abord comme une approche qui pourrait être utilisée en première intention, notamment pour les patients chez qui on ne peut pas faire des crossovers ou chez qui il est trop difficile. Enfin, il est risqué, entre guillemets, de faire des ponctions fémorales et que la ponction éco-guidée minimise quand même le risque de complications. Donc, ça, on l'a vu tout à l'heure, mais les temps opératoires étaient quand même relativement courts avec des faibles quantités de produits de contraste, des temps d'endoscopie qui étaient moindres et des doses de rayonnement du coup moindres par rapport à la barre fémorale. Et du coup, pour conclure, donc l'exépopité rétrograde peut être considérée comme une approche potentiellement efficace et sûre en ambulatoire, surtout avec leur technique de sédation minimale qui permet de faire sortir les patients très vite en post-opératoire, avec une réussite de revascularisation qui paraît très bonne selon leur liste, et un faible taux de complications et une récupération rapide du patient. Donc on peut dire que ça pourrait être une option raisonnable pour les patients qui nécessitent des interventions fémoro-poplitées et jusqu'en iliaque, euh, en cas de scarpe difficile ou de complexité technique des interventions précédentes.
Et merci de votre attention. Ok. Une petite série, pas beaucoup de choses à dire. Maxime. Bah, petite série, mais aussi, des choses à dire. Ouais, C'est intéressant. Non, c'est intéressant de... Non, mais après, dans ces trucs-là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir ce que font les autres, c'est et de remettre en cause tes freins à toi, tu vois. Et là, notamment, la mobilité qui sort 1 heure après la fin de l'intervention, on n'en est pas encore là, quoi. Même si on fait beaucoup d'embus, on y a même encore un peu plus dedans, et je trouve ça c'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas de complications. Surtout que moi, ce que je comprends, c'est que c'est même pas en milieu hospitalier, c'est dans les Ouais, offices bah de ouais, SD. ouais. Ça, Yann connaît mieux, mais c'est des centres totalement indépendants, comme l'Institut des Varis, mais tu fais ça. C'est très bien de ça. Ils sont avec une bande élastique, c'est le Ouais. bande de contention. En fait, Avec un compressif, apparemment. c'est à compressif, c'est pendant 30 minutes et après ils décrivent pas plus, mais ils Ah, disent mais bande ouais. élastique. Ils en disent pas beaucoup plus, Ils ont pas de malheureusement. Et ils décrivent ou pas le contrôle post-op du point de fonction à 1 semaine, 3 mois ou Pas du autre? Donc Mais en fait, il y a il- 0, Il 0. dit évidemment qu'il n'y a pas de complications. Ils disent, La fistule artérioveineuse. Il y a une fistule artérioveineuse, donc ils ont dû contrôler. ouais, C'est juste aucun et niveau. globalement, il y a une seule phrase qui dit qu'il n'y a pas d'autres complications, mais ils précisent, enfin, ils disent pas le mot anévrisme, ils disent pas dissection. Il n'y a rien qui a contrôlé réellement le point de Bah fonction. si, parce qu'ils ont fait un... A priori, Ah, après, est-ce qu'ils A précisent priori, le point si, de mais fonction? précisent. Ouais, je sais pas. Mais le contrôle, il est à 1 mois ou il est à. il y avait le contrôle, c'était semaine. 1 semaine, 3 mois et tous les 6 mois. D'accord. Ouais, je pense qu'ils auraient pu quand même tirer la société. C'est vrai qu'ils auraient pu l'expliciter. Est-ce qu'ils discutent le fait que la fonction compliquée peut se faire autrement qu'en décluse ventrale? Le seul passage où ils en parlent, en fait, ils parlent de l'inconfort, du fait que tu vois, avec la jambe pliée, la difficulté de l'accès à l'artère. Parce que c'est vrai que l'avantage de le faire en équilibre dorsal, c'est qu'on a des doubles accès, donc ça, c'est pas négligeable, mais tu peux contrôler ton point de fonction en fin d'intervention, tranquille. Et faire la fonction en équilibre dorsal, c'est pas beaucoup plus compliqué. Bon, en fait, l'avantage que eux, ils en Oui, c'est que c'est par exemple pour les patients bon, obèses où on n'est pas gêné par la graisse et la facilité de compression. Bon, enfin, Patient obèse en décluse ventrale, c'est pas évident non plus, hein. selon eux, ils respirent mieux. En VPCO. Ils disent aussi pour les obèses. Et il n'y a pas eu de... Donc il n'y a pas d'hospitalisation dans les suites, ils en parlent, ça? Ils n'en parlent pas du tout. Mais a priori, non. CT French, c'est quand même. C'est pas pas une évident. c'est quand même. D'accord. Dans une compliquée, c'est. C'est Qui 15 minutes. peuvent être hyper pathologiques, qui peuvent être. C'est un peu sélectionné. Enfin, ils les en parlent pas beaucoup, mais ils disent quand même que ils programmaient cette fonction-là en préopératoire selon toutes les informations qu'ils avaient. Peut-être qu'ils la programmaient pas du coup pour les patients. Est-ce que c'est des échecs de programme de requin, par exemple, par rapport à l'interrogatoire? Pas que, en fait, c'était. Non, c'est Les indications, c'était ça, en fait. C'est fail avec 4%. C'est vrai que dans les voies d'abord un peu exotiques comme ça, ce qu'il faut distinguer, c'est les voies d'abord qui sont faites pour faciliter le franchissement de la lésion. Et à ce moment-là, souvent, on n'a pas besoin d'introducteur. Et les voies d'abord qui sont là pour traiter la lésion. Et donc là, effectivement, on a besoin d'introducteur. Et au moins, facilement, je me suis French, c'est pas du tout la même chose, en fait. Ils disent qu'ils peuvent traiter des lésions iliaques, mais si on arrive sur des. J'ai regardé hier sur des stènes de 9 ou de 10, ben, ça monte jusqu'à 7 ou 8 French. Quand on a du temps, donc on ne peut pas. Moi, je sais que quand je fais des trucs rétrovers, j'utilise toujours les livres en 4 French. Toujours. En intro, Toujours. tu mets toujours un intro. Même quand c'est pour franchir la lésion simplement. La semaine dernière, on l'avait mis. Ouais, c'est coupé l'enregistrement. Il est allé tout de suite dans la sonde, donc on n'a pas eu besoin. Mais, Les deux talents en même temps qui et toujours, parce qu'après, on peut mettre des. On peut, avec des Steve, du 0,35, des sondes, des trucs, on peut tout mettre après, quoi. Puis il n'y a jamais de complications avec un 4 French après. C'est pas mais si tu peux utiliser. Mais parfois, c'est vrai que juste avec le 0,18 et la CXI ou truc, bah, parfois on va en bloquer. Ouais, bien sûr. Et le fait d'avoir le 4 French, ça permet juste d'avoir de pouvoir
Moi, je démarre tout le temps avec un 0,18 et puis une sonde. Et si vraiment à un moment ou à un autre, il y a besoin de passer en 0,35, j'utilise un slender sur le 0,18 et après, effectivement, je passe avec du matériel, je dirais, normal. Mais ça, je mets pas souvent d'introducteur. Est-ce qu'ils discutent un petit peu le système de fermeture? Parce qu'il y a des systèmes de fermeture qui peuvent être utilisés. Je me souviens, c'est Alessandro qui faisait des fonctions complétées en P2 et qui utilisait le Starclose, je crois, il utilisait. Ouais. Le Mix peut être utilisé aussi pour ça. Ils en parlent un petit peu? Eux, ce qu'ils disent, c'est que vraiment, leur protocole de compression compressif et bande élastique, justement, permet de s'affranchir des systèmes de fermeture et s'affranchir de complications. Ok. Des systèmes de fermeture. Ok. Oui, Le Starclose, si tu montes en cyclonge, là, en ton Starclose. Je sais pas, je connais pas le Starclose. Ouais. Ça vient du 6. C'est aussi French. Mais comme ça marche pas tout le temps. Ouais. Et Appel interne. c'est dommage, ils ne discutent pas aussi le matériel en 0,18. Ouais, Parce c'est que ça, tu peux passer en 4 French aussi, tu n'es pas obligé de passer en 6. Hein. C'est quand même, si tu pars de la compression manuelle, c'est plus. En vrai, t'es limité dans le choix du matériel, quoi. Alors, Oui, l'orthonie. quand tu passes en 5 French, tu peux faire ça avec des slenders ou les matériels BD avec la Lowan, c'est ça. Tu peux passer en 5 French et c'est équivalent à du 6 French. Et donc, tu fais tout avec. Et équivalent aussi, tu peux travailler en 4 French, équivalent du 5 French. Et en 5 French, tu as des stents en 0,18, tu as des ballons actifs. Bon, tu n'as pas des suites d'atherectomie par contre. Surtout en OBL, je pense qu'ils veulent utiliser absolument de l'atherectomie pour des raisons de remboursement. Mais même avec le système L1, tu peux travailler en 6 French sur des intros de 5 French. C'est aux États-Unis. Ok, bon, bah, c'est intéressant, c'est important de voir un petit peu ce que les gens font et jusqu'où ils vont Moi, je me souviens, j'avais été en 2014 aux États-Unis pour voir un gars qui faisait d'OBL en artère et en veine. Et il était installé dans un moule, donc il y avait différentes. C'était un moule comme s'il y avait un guerrier marchand à côté. Et les gens venaient entre midi et deux se faire cramer les varices. Donc c'était bien sûr de la locale pure. Et ensuite, ils venaient et ils repartaient bosser dans le moule. Et donc, bon, tout n'est pas transposable à ce qui se passe en France, mais ça montrait que, un, la locale pure était faisable pour faire du laser, et que deux, il n'y avait pas besoin de 8 jours d'arrêt de travail après le. Alors, il y ait une reprise immédiate de l'activité, peut-être pas, mais au moins, voilà, ça montrait une certaine faisabilité. Ouais. Ok, super. Bon, merci beaucoup.